Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin avec votre invité sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière à Nouméa avec une conférence des bâtonniers. Conférence des bâtonniers organisée par le bâtonnat de Nouméa. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Bonjour. Voilà, Maître Frédéric de Grélan qui est avec nous pour revenir sur cet événement que vous avez vécu de façon un peu particulière. On va commencer par ça, si vous voulez bien. Si vous voulez. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Malheureusement, vous n'aviez même pas pu complètement participer à ce congrès que vous avez organisé. Absolument, oui. Je suis revenu du Vanuatu avec un petit cadeau en plus, c'est-à-dire la leptospirose. Et donc, j'ai pu participer à la première et la dernière journée de toute la semaine. Mais malheureusement, le reste du temps, j'étais à l'hôpital. Voilà. Donc, deux leçons. Surtout, faites attention à cette maladie. On a eu de fortes pluies hier soir. Et la deuxième, c'est qu'on a vraiment un système hospitalier qui est de très, très grande qualité. Le message est bien passé. Alors revenons sur cette conférence des bâtonniers. Quel est son but et pourquoi était-elle organisée cette année à Nouméa ? Alors, c'est pas une conférence, ça s'appelle la Conférence des bâtonniers. C'est une institution qui existe depuis 120 ans, qui regroupe les 162 bâtonniers de France et qui organise des sessions de formation traditionnellement en Outre-mer. Mais depuis 120 ans, c'est la première fois que c'est organisé en Nouvelle-Calédonie, donc on était très fiers et très heureux de les accueillir. Et ça a été l'occasion de faire beaucoup de rencontres. Alors vous aviez 3 organismes qui étaient représentés par leur président et leur directeur. Donc l'UNCA, l'Union nationale des caisses des avocats, qui nous a énormément aidés dans notre fonctionnement. La Société de courtage des barreaux et la Conférence des bâtonniers. Donc ils ont dispensé des cours. On a eu... donc à destination des bâtonniers de France qui se sont déplacés aussi, mais également des confrères de Nouméa. Et donc on a eu une formation sur le blanchiment d'argent qui a été également dispensée par le procureur général Bruno Dalle, ancien directeur de Tracfin, sur la justice des mineurs et sur la responsabilité des avocats. Et à côté de ça, bien sûr, ça a donné l'occasion de rencontrer nos homologues et les représentants de la profession au niveau national. Il y a un besoin pour les bâtonniers et pour les avocats de se former régulièrement parce que le droit évolue, parce que le contexte évolue. C'est une obligation professionnelle et donc nous-mêmes nous organisons des sessions de formation et les bâtonniers, à travers la conférence des bâtonniers, organisent des formations tout au long de l'année et généralement une outre-mer. Mais voilà, c'était la première fois qu'ils venaient aussi loin. Et donc, on était vraiment particulièrement contents de les avoir. Sur ces questions de blanchiment, on entend de plus en plus parler. On voit que les forces de l'ordre, mais aussi la justice se renforcent sur ces questions-là. Il y en a de plus en plus, même en Calédonie, où ce sont des affaires dont on parle de plus en plus. Ben, disons qu'avec la sophistication des moyens bancaires, il y a de plus en plus de moyens de blanchir de l'argent et de financer le terrorisme, puisque ce sont les 2 objectifs de la loi. Il y a des petits paradis fiscaux avec des obligations beaucoup moins importantes que chez nous à proximité, donc on doit être particulièrement vigilant en Nouvelle-Calédonie. D'une manière générale, c'est devenu véritablement une obligation pour les avocats et pour les caisses, les CARPA, comme on dit, de la profession, donc les caisses de règlement des avocats, de surveiller, de veiller à ça et le cas échéant de dénoncer si jamais il y a des soupçons de blanchiment. Vous avez parlé aussi, il y a eu une formation dispensée sur la justice des mineurs. Oui. On sait que la Calédonie est confrontée à une délinquance des mineurs assez importante qui pose un certain nombre de problèmes pour l'exécution des peines. C'est de ce dont vous avez parlé ? Oui, c'est surtout ce dont nous avons parlé, c'est de l'évolution de la loi sur les mineurs et sur la justice pénale des mineurs, donc avec des aménagements qui ont été faits justement pour la rendre plus efficiente, plus efficace. Voilà, avec la mise en place, en ce qui nous concerne, d'avocats référents, par exemple, qui vont suivre un mineur tout au long de sa carrière délinquante, si j'ose dire, ce qui permet de mieux le connaître, évidemment, et pas de découvrir à chaque fois de qui il s'agit. Il faut aussi de la proximité dans ce genre d'affaires, Absolument. avec ce genre de délinquants. Absolument, ça fait partie des sujets qui sont importants et pour lesquels une formation était la bienvenue. Voilà, de même qu'on a beaucoup parlé aussi, bien sûr, du camp Est, même si c'était off en dehors de la formation, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup au niveau du barreau et puis d'une manière générale. Et tout le monde est dans l'attente d'éventuelles annonces ministérielles sur le camp Est. Oui, alors on est dans l'attente de ces annonces, on est dans l'attente de solutions. L'État a déjà fait beaucoup dans les aménagements, mais il y a des situations qui restent insoutenables. Par exemple, dans la maison d'arrêt, vous avez, pour 9 mètres carrés, vous avez la plupart du temps 4 détenus.
Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne. 4 personnes vivant 22 heures sur 24 dans 9 mètres carrés, c'est juste insoutenable. Alors, Maître de Grédan, vous avez aussi, dans ces formations, parlé, et vous l'avez évoqué, de la responsabilité de l'avocat. Donc là, c'est plus une réflexion sur l'exercice de la profession. Quelles sont les questions qui se posent pour un avocat en termes de responsabilité ? Bon, énormément de questions. En fait, bien sûr, nous dispensons des conseils. Nous assistons des personnes dans des moments compliqués souvent de la vie, sans même parler de la justice pénale, mais dans tous ces moments-là. Et l'avocat se doit, même s'il n'a qu'une obligation de moyens la plupart du temps, se doit justement de prodiguer les meilleurs conseils, donc de se tenir au courant de toute la jurisprudence, de toutes les évolutions législatives, d'où l'obligation de formation, des obligations de recherche, voilà. Il faut véritablement que... Et c'est important, puisque à mon sens, c'est le cas aujourd'hui. Il faut que les gens soient assurés que quand ils s'adressent à un avocat, ils ne s'adressent pas à n'importe qui, mais à une personne qui est particulièrement formée et informée. Ça veut dire que c'est une exigence personnelle des avocats. Alors, il y a les formations obligatoires, mais il y a aussi dans le travail quotidien d'un avocat cette nécessité de se mettre à jour, de s'informer, de faire attention. Bien sûr, bien sûr. Pour vous dire, on a même appris, et là, moi c'est ce que j'ai appris au cours de cette formation, qu'on a une obligation non pas seulement de s'informer des évolutions jurisprudentielles, mais des évolutions potentielles de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on doit anticiper. Donc, c'est vous dire à quel point on a cette exigence. Et ça vous sert dans votre travail au quotidien ? Bien sûr, ça nous sert et on essaye tous les avocats, en particulier ceux de Nouméa, essayent d'être les plus performants possibles. Et je dois dire qu'on a un barreau de très grande qualité. Alors justement, comment se porte ce barreau en Nouvelle-Calédonie ? On sait que pour certains disent il est pléthorique. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'avocats ? Pas assez ? Est-ce qu'ils sont représentatifs de toutes les affaires qui pourraient concerner la Calédonie ou pas ? Est-ce que vous pensez que l'ordre des avocats est bien équipé en Calédonie ? Ah oui, vraiment. Je pense qu'on a un barreau qui est jeune, qui est dynamique, qui est solidaire aussi. Qui se renouvellent régulièrement. On essaye justement d'être à leur côté, le Conseil de l'Ordre, la vice-bâtonnière et moi-même, pour leur proposer des formations, pour les assister dans toutes les questions. Et c'est vrai que je pense qu'on a vraiment en Nouvelle-Calédonie à peu près tous les domaines qui sont couverts. Voilà, donc c'est une habitude, vieille habitude calédonienne, quand on a des sujets importants, de faire appel à des avocats parisiens, parce que c'est toujours la compétence est à Paris. Mais je pense que c'est très largement faux. Il y a tout ce qu'il faut en Calédonie. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a un procès, évidemment, qui a défrayé la chronique récemment. C'est le procès en appel du docteur Pérez, qui a suscité beaucoup de commentaires. C'est un procès un peu hors norme pour la justice à Nouméa. Quel regard vous portez sur cette séquence que vous avez sans doute, évidemment, observée ? Oui, alors je l'ai observé, bien sûr. C'est vrai que c'est un procès hors norme. C'est un procès qui s'est quand même tenu dans de très bonnes conditions, je dois dire. La justice a mis le temps et les moyens pour que cette affaire soit traitée comme il le faut. Vous avez là encore une fois, on a pu constater des deux côtés de la barre des avocats qui ont fait leur travail admirablement. Et je pense que la justice est passée. Voilà, il y avait une chose qui était certaine, c'est que Olivier Pérez était l'auteur du coup de feu. Donc il n'y avait pas de doute à ce sujet. À partir de là, il ne restait plus qu'à déterminer quelle était sa peine. Et je crois que la justice a fait son travail sereinement. Voilà. Ce que je pense toujours, c'est que plus on prend de temps par rapport aux faits, plus la pression retombe et plus la justice est sereine. Voilà, mais il y a eu 15 jours de procès quand même, ce qui est long pour une juridiction comme celle de Nouméa. Oui, c'est long, effectivement. On a déjà connu plus long. Voilà. Personnellement, j'avais connu dans le cadre du meurtre de Mika Kusama un procès qui avait duré 2 fois 3 semaines et demie. La jeune japonaise qu'on avait retrouvée morte voilà. à l'île des Pins. Donc on est habitué à ces rythmes qui peuvent être très très longs. Moi, j'ai toujours une pensée pour les jurés quand même, parce que voilà, nous, on est des professionnels, mais eux, non. Et ils passent donc 15 jours de leur vie assis sur une chaise à écouter pendant au moins 8 heures par jour. Donc c'est quand même admirable, mais c'est vrai qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Vous exercez cette charge de bâtonnier depuis plusieurs mois maintenant. Vous avez été élu par vos pairs. Vous êtes dans votre 2e année, je crois, de bâtonnat. C'est ça. C'est une charge importante, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer aussi, des choses très techniques. Il y a beaucoup de choses à gérer. C'est effectivement, on doit gérer tout ce qui est relation entre les magistrats et les avocats, entre les avocats entre eux.
vis-à-vis également des forces de police et de justice, etc. Donc oui, ça couvre beaucoup de domaines, mais c'était évidemment passionnant, c'est très intéressant, et puis surtout quand on voit qu'on a la possibilité d'agir et de bouger, vous voyez, on a réussi à faire venir la conférence des bâtonniers, on les a invités, c'était pas évident, ils sont venus. C'était un moment fort et puis ça a fait bouger les choses. À la fin de l'année, on doit organiser un déplacement de tous les avocats de Nouméa en novembre au Vanuatu pour découvrir, pour se former précisément, hein, faire venir des formateurs de France, mais également pour découvrir le système juridique vanuatais, qui, à mon sens, a bien besoin d'avocats français, puisque le droit français est une partie importante de la justice au Vanuatu. Et pour le moment, à ma connaissance, il y a 2 avocats sur l'ensemble des avocats vanuatais. 2 avocats français, donc on va venir leur montrer qu'on est là. Monsieur le bâtonnier de Grélan, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci.